Inspiration. Nous racontons tous et toutes des histoires, plus ou moins fortes et pleines de sens, plus ou moins intéressantes, plus ou moins longues. Que ce soit une anecdote qui nous est arrivée, un potin, un bavardage, un commérage, un on-dit, une indiscrétion, une rumeur colportée, un épisode, un événement qui doit être relaté, un message qui doit être communiqué, une nouvelle, un conte, une fable qui doit être récitée, il est dans la nature de l'homme de transmettre par l'histoire. En parlant d'histoire, laissez-moi vous en raconter une petite. Projetez-vous dans les transports sur une ligne de bus qui serait la ligne S. Bien entendu, c'est bondé, autrement, ce serait pas drôle. Comme à votre habitude, par réflexe, vous regardez autour de vous pour observer les énergumènes qui vous entourent. Là, vous êtes témoin d'une scène plutôt amusante. Un jeune homme, avec un cou si long qu'il pourrait passer à travers le toit du bus. Au sommet de ce monument trône un chapeau et, petit détail qui vous interpelle, alors qu'habituellement la bande des chapeaux est faite de rubans, ici c'est une tresse. Quelques instants après, altercation entre ce type-là et un autre. La cause, bousculade, pied écrasé, la classique. L'homme au long cou fuit le conflit et va s'asseoir sur une place devenue libre. Plus tard, vous retrouvez le même coup en pleine conversation avec un ami qui lui donne un conseil d'élégance en lui suggérant de remonter l'un des boutons de son par-dessus. Alors, rien de bien fou dans cette histoire, je vous l'accorde, maintenant essayons un petit exercice. Pourriez-vous raconter cette histoire à votre façon, comme si vous la racontiez à un ami? Je ne doute pas que oui, vous en seriez capable, ça n'est pas très difficile. Maintenant, pourriez-vous la raconter de nouveau, mais différemment, pour la raconter par exemple à vos grands-parents? Seriez-vous en mesure de la raconter d'une troisième façon différente, par exemple en mettant l'accent sur l'ambiance sonore, qui serait chère à un proche musicien, en mettant l'accent sur le visuel, sur l'odeur, en faisant varier la forme, la construction sous forme d'une poésie, en faisant appel à des métaphores, en variant les points de vue. Si vous arriviez à faire tout ce que je viens de citer, vous auriez déjà une bonne dizaine de versions différentes de cette histoire. Vous allez voir où je veux en venir. Laissez-moi vous lire une version de cette histoire justement. Dans l'Est, à une heure d'affluence. Un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban. Cou trop long comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. » Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi. Cette histoire, très banale, c'est le fondement du livre dont je vous parle aujourd'hui. Nous avons déjà, je vous le disais, une bonne dizaine de versions de l'histoire. Imaginez-vous répéter l'exercice encore 5, 10, 15, 20, 25 fois, ça devient déjà plus compliqué. Jusqu'où parviendriez-vous à aller en conservant la moelle osseuse de l'histoire que je vous lisais à l'instant? Raymond Queneau nous propose, dans Exercice de style, 99 versions de l'histoire que je vous ai lue. Je répète, Raymond Queneau réitère son exercice de style en narrant 99 fois la même histoire de 99 façons différentes. C'est quand même déjà pas mal du tout. Bien entendu, ça n'est pas un roman pour le coup, c'est un livre plus créatif qu'autre chose où l'auteur s'amuse, avec une histoire plutôt simple, à montrer toutes les constructions qui sont possibles et envisageables. Un peu de contexte sur Raymond Queneau pour comprendre à quel moment il s'est dit « je vais faire ce bouquin-là ». Raymond Queneau, que certains d'entre vous ont probablement déjà étudié à l'école, est né en 1903 au Havre et décédé en 1976 à Paris. C'est un romancier, un poète, un dramaturge, et Raymond Queneau est notamment connu pour être le fondateur d'un mouvement littéraire, d'un groupe de travail littéraire, qui s'appelle l'Oulipo. L', plus loin, Oulipo. Oulipo étant un acronyme pour Ouvroir de littérature potentielle. Ce groupe, au nom un petit peu farfelu au premier abord, a été fondé par Queneau et François Le Lyonnais, qui est mathématicien. Là vous vous dites probablement, mais qu'est-ce qu'il se passe, d'où est-ce qu'il sort, pourquoi faire, où est-ce que je veux vous emmener? Eh bien figurez-vous que c'est là que ça devient intéressant. L'Oulipo, l'Ouvroir de littérature potentielle, c'est un groupement d'artistes, d'éditeurs, d'auteurs, de scénaristes que l'on pourrait nommer des explorateurs du langage. Ils s'imposent des contraintes volontairement et relèvent ainsi des défis qui les poussent à sortir des sentiers battus et faire preuve d'une créativité, d'une originalité pour créer.
Être membre de l'Oulipo, c'est être un petit peu un rat de laboratoire mais qui fait lui-même l'expérience. Ou, comme le formule Raymond Queneau dont nous parlons justement aujourd'hui, c'est être le rat qui se construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. L'Oulipo connaît plusieurs membres, notamment Georges Perec qui a écrit un roman qui s'appelle La Disparition. Je vous parlais de contraintes tout à l'heure, et bien sachez que Perec a écrit ce roman en s'imposant de ne pas utiliser une seule fois la lettre E, qui est la lettre la plus utilisée de la langue française. C'est quand même un tour de force, et pour le comprendre, vous n'avez qu'à compter le nombre de E que contient la phrase que je fais actuellement. Parmi les autres membres, on a également Italo Calvino ou encore Hervé Letellier, un auteur qui a reçu le prix Goncourt en 2020 pour son livre L'Anomalie et qui est complètement dans la vague du jeu et de la construction du texte, cher à l'Oulipo. Bon, on ne va pas faire une histoire de l'Oulipo, mais au moins vous avez là quelques éléments et vous comprenez un peu le personnage auquel nous avons affaire. Et tout de suite, la démarche de Raymond Queneau d'essayer de raconter la même histoire de 99 façons différentes paraît un petit peu plus compréhensible. Dans sa démarche, je comprends que ça reste un peu extravagant ou fantasque pour la majorité des gens. Alors, tout ça c'est bien beau, mais comment il s'y prend le petit Raymond ? C'est là que je vais commencer à vous lire certains passages. L'une des méthodes qu'utilise Raymond, c'est bien sûr de faire appel aux figures de style. Et alors accrochez-vous, parce qu'il y en a un tas qui sont utilisés. Moi j'avais mon crayon à la main quand je lisais le bouquin, bon un peu comme d'habitude, mais là c'était pour noter ce qu'était la figure de style utilisée et qui servait en fait de titre. Bien entendu, assez classiquement, on va retrouver la version métaphore. Je vous la lis. Métaphoriquement. Au centre du jour, jeté dans le tas de sardines voyageuses d'un coléoptère à l'abdomen blanchâtre, un poulet au grand cou, déplumé, harangua soudain, l'une, paisible d'entre elles, et son langage se déploya dans les airs humides d'une protestation. Puis, attiré par un vide, l'oisillon s'y précipita. Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même, se faisant moucher l'arrogance pour un quelconque bouton. C'était la version métaphorique de la première histoire que je vous ai lue tout à l'heure. On a également la version écrite sous format litote. Je rappelle que la litote est une figure de style qui dit le moins pour sous-entendre le plus. Un exemple assez célèbre, c'est la phrase « Va, je ne te hais point » pour dire « je t'aime » finalement. Je vous lis la version litote. Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme qui n'avait pas l'air très intelligent parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui, puis il alla s'asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontrai de nouveau. Il était en compagnie d'un camarade et parlait chiffon. Le cœur de l'histoire est toujours présent, mais évidemment, sa forme change. Là, ça va encore, c'est compréhensible, mais on a aussi des figures de style dont j'ignorais absolument les noms, et on se retrouve donc avec la version homéotéleute, polyptote, aphérèse, apocope, et j'en passe. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça n'est pas bien grave, croyez-moi. Certaines figures de style rendent le texte quasiment illisible par des permutations de lettres, par des ajouts de syllabes au milieu des mots, par exemple. Alors, heureusement pas toutes les versions, parce que 99 textes illisibles, la flemme. Et c'est justement pour ça qu'il faut voir la lecture finalement des versions qui courent sur un maximum de pages à chaque fois comme des petits jeux. Vous pouvez vous amuser à deviner en quoi consiste la figure de style utilisée, et vérifier ensuite avec votre meilleur moteur de recherche. Je vous en lis un autre exemple, une autre figure de style, j'en ai parlé un peu plus haut donc c'est facile à deviner. L'hypogramme. Voici. Au stop, l'autobus stoppa. Il monta un zazou au cou trop long qui avait sur son caillou un galurin au ruban mou. Il s'attaqua au panard d'un quidam dont Harpion, corps du Rion, sont avachis du cou. Puis il bondit sur un banc et s'assoit sur un strapontin où nul n'y figurait. Plus tard, vis-à-vis la station Saint-Machin ou Saint-Truc, un copain lui disait « Tu as à ton raglan un bouton qu'on a mis trop haut. » Voilà. Je vous laisse 2-3 secondes supplémentaires, la figure de style en l'occurrence c'est le lipogramme, et c'est la figure de style où une lettre est bannie. De nouveau, ici, comme pour le roman La Disparition, cette version ne contenait aucune fois la lettre E. Enfin, si on est honnête, elle y était une fois pour le mot « et » qui a été utilisé mais qui, dans l'absolu, aurait pu être évité. Bon, ok, vous allez me dire c'est super, on révise les figures de style, mais il y a évidemment d'autres astuces, sinon, effectivement, ça pourrait paraître un peu rébarbatif. Par exemple, on a l'utilisation de variations dans le temps qui vont modifier quelque peu notre histoire originale. On a aussi des variations qui sont proposées en termes de niveau de langue, avec une version vulgaire, une version en argot,
une autre version avec une forme très spécifique d'argot, ou encore la version carrément injurieuse. Je vous la lis. Après une attente infecte sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet au lieu d'un ruban. Ce prétentiard se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il ne tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con en train de pérorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis qu'il le fasse monter ou descendre son furoncle, il sera toujours aussi moche, ce sale con. Il y a également l'astuce qui consiste à se focaliser sur les sens, avec des descriptions qui vont être orientées sur un sens à la fois. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odeur et le goût. Je vous lis la version gustative. Cet autobus avait un certain goût, curieux mais incontestable. Tous les autobus n'ont pas le même goût. Ça se dit, mais c'est vrai. Suffit d'en faire l'expérience. Celui-là, un S pour ne rien cacher, avait une petite saveur de cacahuètes grillées, je ne vous dis que ça. La plateforme avait son fumet spécial de la cacahuète non seulement grillée mais encore piétinée. À 1,60 m au-dessus du tremplin, une gourmande, mais il ne s'en trouvait pas, aurait pu lécher quelque chose d'un peu suré qui était un goût d'homme dans sa trentaine. Et, à 20 cm encore au-dessus, il se présentait au palais exercer la rare dégustation d'un galon tressé un peu cacahuété. Nous dégustâmes ensuite le chewing-gum de la dispute, les châtaignes de l'irritation, les raisins de la colère et les grappes de l'amertume. 2 heures plus tard, nous eûmes droit au dessert. Un bouton de par-dessus, une vraie noisette. De nouveau, on a les grandes étapes avec une orientation sur la version qui est choisie, en l'occurrence la version gustative. Il y a bien sûr aussi le changement de point de vue du narrateur. Que donnerait notre histoire si je prenais la version du jeune homme au long cou ? Le côté subjectif. Je n'étais pas mécontent de ma vêture ce jour-là. J'inaugurais un nouveau chapeau assez coquin et un par-dessus dont je pensais grand bien. Rencontrer X devant la gare Saint-Lazare qui tente de gâcher mon plaisir en essayant de me démontrer que ce par-dessus est trop échancré et que j'y devrais rajouter un bouton supplémentaire. Il n'a tout de même pas osé s'attaquer à mon couvre-chef. Un peu auparavant rembarrait de belle façon une sorte de goujat qui faisait exprès de me brutaliser chaque fois qu'il passait du monde à la descente ou à la montée. Cela se passait dans un de ces immondes autobus qui s'emplissent de populus précisément aux heures où je dois consentir à les utiliser. Et si je prends la version de celui qui marche sur les pieds, de cet homme au long cou, nous avons autre subjectivité. Il y avait aujourd'hui dans l'autobus, à côté de moi, sur la plateforme, un de ces morveux comme on en fait guère. Heureusement, sans ça je finirais par en tuer un. Celui-là, un gamin dans les 26 ans, 30 ans, m'irritait tout spécialement non pas tant à cause de son grand cou de dindon déplumé, que par la nature du ruban de son chapeau, ruban réduit à une sorte de ficelle de teinte aubergine. Ah, le salaud! Ce qu'il me dégoûtait! Comme il y avait beaucoup de monde dans notre autobus à cette heure-là, je profitais des bousculades qui ont lieu à la montée ou à la descente pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Il finit par s'esbigner lâchement avant que je me décide à lui marcher un peu sur les arpions pour lui faire les pieds. Je lui aurais dit aussi, afin de le vexer, qu'il manquait un bouton à son par-dessus trop échancré. Vous voyez, finalement, chacune de ces versions conserve l'essence de l'histoire, mais à chaque fois va apporter un petit plus, une petite originalité, une perception différente avec des détails différents. Pourtant, on conserve bien, quoi qu'il arrive, les éléments constitutifs. Le bus, l'homme au long cou et son chapeau un petit peu original, l'altercation, puis plus tard la discussion sur le bouton de par-dessus. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la construction du texte, mais l'inventivité du livre se retrouve aussi bien entendu dans la forme que prend l'histoire. Je vais vous lire une version sous la forme d'un poème d'origine japonaise composé sur 5 lignes en 31 syllabes. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle un tanka. L'autobus arrive, un zazu à chapeau monte. Un heurt il y a, plus tard devant Saint-Lazare, il est question d'un bouton. À nouveau, la quintessence absolue du texte est présente, sous un format plus qu'original. On a aussi la variante « problème de maths ». Celle-là, je la lis juste pour faire une petite dédicace à tous les prépas scientifiques qui nous écoutent, si jamais il y en a. Ensembliste. Dans l'autobus S,
considérons l'ensemble A de voyageurs assis et l'ensemble D des voyageurs debout. À un certain arrêt se trouve l'ensemble P des personnes qui attendent. Soit C, l'ensemble des voyageurs qui montent, c'est le sous-ensemble de P et il est lui-même l'union de C', l'ensemble des voyageurs qui restent sur la plateforme, et de C', l'ensemble de ceux qui vont s'asseoir. Démontrez que l'ensemble C' est vide. Z étant l'ensemble des azous et le point Z l'intersection de Z et de C', réduite à un seul élément. À la suite de la surjection des pieds de Z sur ceux de Y, élément quelconque de C' différent de Z, il se produit un ensemble M de mots prononcés par l'élément Z. L'ensemble C' étant devenu non vide, démontrez qu'il se compose de l'unique élément Z. Soit maintenant P, l'ensemble de piétons se trouvant devant la gare Saint-Lazare. Le point Z est le point Z', l'intersection de Z et de P. B est l'ensemble des boutons de par-dessus de Z, B', l'ensemble des emplacements possibles des 10 boutons selon Z', démontrez que l'injection de B dans B' n'est pas une bijection. Cette version, c'était la variante problème de maths, si vous avez rien compris, c'est pas grave. Il y a une version que je trouve pas trop mal, c'est la version lettre officielle de l'État. Je vous la lis. J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants dont j'ai pu être le témoin aussi impartial qu'horrifié. Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus qui remontait la rue de Courcelles en direction de la place Champéret. Le dit autobus était complet, plus que complet même, oserais-je dire, car le receveur avait pris en surcharge plusieurs impétrants, sans raison valable et mus par une bonté d'âme exagérée qui le faisait passer outre au règlement et qui par suite frisait l'indulgence. À chaque arrêt, les allées et venues des voyageurs descendants et montants ne manquaient pas de provoquer une certaine bousculade, qui incita l'un des voyageurs à protester, mais non sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. J'ajouterai à ce bref récit cet addendum. J'eus l'occasion d'apercevoir ce voyageur quelque temps après en compagnie d'un personnage que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils échangeaient avec animation semblait avoir trait à des questions de nature esthétique. Étant donné ces conditions, je vous prie de vouloir bien, monsieur, m'indiquer les conséquences que je dois tirer de ces faits et l'attitude qu'ensuite il vous semblera bon que je prenne dans la conduite de ma vie subséquente. Dans l'attente de votre réponse, je vous assure, monsieur, de ma parfaite considération, empressée au moins. Je vous lis une dernière version, c'est la version comédie. Elle a été écrite sous format d'une mini-pièce de théâtre de boulevard. Comédie. Acte 1er, scène 1. Sur la plateforme arrière d'un autobus S, un jour vers midi. Le receveur. La monnaie, s'il vous plaît. Des voyageurs lui passent la monnaie. Scène 2. L'autobus s'arrête. Le receveur. Laissons descendre. Priorité? Une priorité, c'est complet. Drelin, drelin, drelin. Acte second, scène 1. Même décor. Premier voyageur. Jeune, long cou, une tresse autour du chapeau. On dirait, monsieur, que vous le faites exprès de me marcher sur les pieds chaque fois qu'il passe des gens. Second voyageur. Hausse les épaules. Scène 2. Un troisième voyageur descend. Premier voyageur, s'adressant au public. Chouette, une place libre. J'y cours. Il se précipite dessus et l'occupe. Acte 3e. Scène 1. La cour de Rome. Un jeune homme élégant, au premier voyageur, maintenant piéton. L'échancrure de ton par-dessus est trop large. Tu devrais la fermer un peu en faisant remonter le bouton du haut. Scène 2. À bord d'un autobus S passant devant la cour de Rome. Quatrième voyageur. Tiens, le type qui se trouvait tout à l'heure avec moi dans l'autobus et qui s'engueulait avec un bonhomme. Curieuse rencontre. J'en ferai une comédie en 3 actes et en prose. C'est tout pour cette version. Une fois de plus, l'intégrité du texte est conservée. Et pourtant, on est à des lieues du texte original que je vous lisais au départ. L'innovation dans la construction est donc présente partout, sans dénaturer ce qu'on s'attend à lire et surtout les éléments qu'on s'attend à retrouver dans chacune des versions. Si je conclue là-dessus. Évidemment, il y a tout plein de versions de cette histoire que je ne vous ai pas décrites. Il y en a 99, juste faire une liste de courses aurait été ennuyant pour vous comme pour moi. Cela étant dit, je voulais quand même vous présenter ce petit texte, plus léger que certains épisodes que j'ai pu traiter dans le 154, certes, mais vous avez là une parenthèse créative sur laquelle vous pouvez vous pencher pour trouver l'inspiration, jeu de mots, pour vos propres projets ou juste jeter un œil par curiosité. Un élément aussi que je pense intéressant de souligner, c'est que on raconte tous des histoires. Vous pourriez très bien utiliser ce petit livre pour y voir des techniques de storytelling plus originales que celles dont vous avez l'habitude. Et par ailleurs, vous remarquerez aussi, si vous faites attention, que vous faites déjà
cet effort de variation dans le texte. Alors vous n'utilisez peut-être pas les mêmes formulations ni les mêmes constructions, mais quand vous racontez une anecdote qui vous est arrivée dans la vie, vous la racontez différemment en fonction de votre interlocuteur, de sa sensibilité, de ses goûts, voire même de son sentiment par rapport aux situations que vous évoquez. Exemple, si votre boss vous ennuie, vous l'insulterez peut-être de tous les noms en le racontant à vos copines en dehors du bureau. Vous allez propager les rumeurs qui sont associées, mais ce sera complètement différent avec ce manager qui fera le pont entre vous et ce boss. Vous utiliserez peut-être même des expressions comme quiproquo, arrondir les angles, résilience face au conflit, voire faire preuve de bienveillance dans une petite équipe à taille humaine. Bref, des expressions à vomir, mais vous vous adapterez. De la même façon, peut-être que vos parents ont une vision différente du monde du travail. Et vous allez vous appuyer sur l'organisation plutôt que sur l'incapacité fondamentale de votre boss à gérer une équipe et votre réflexion profonde sur une possible reconversion dans la pâtisserie parce que c'est le seul moyen autorisé que vous avez trouvé pour lui mettre une tarte. Bon, et ainsi de suite, quel que soit votre interlocuteur et quelle que soit l'histoire concernée. Vous avez l'idée, vous allez vous aussi puiser dans votre créativité pour proposer des narrations différentes, soit finalement différents exercices de style. C'est le concept général du livre. Il s'agit de ce que vous faites déjà sous une forme sans doute plus originale et plus inventive, certes, mais ce livre est une lecture tout autant distrayante qu'amusante que je vous invite à faire et dans laquelle je vous invite à puiser, avec en tête la question suivante, paraphrasant les casseurs-flotteurs, et si plus tard on voulait connaître vos histoires, comment vous les raconteriez ? Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, je vous invite à le partager, à nous mettre les 5 étoiles pour que l'on continue à convaincre le monde de lire, c'est important. Si ça n'est pas déjà le cas, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, @inspiration, avec un s, .podcast. Autrement, j'espère vous retrouver encore plus créatif et inventif pour notre prochain épisode d'Inspiration. Inspiration.